Bienvenue dans l'émission Comment faire, le podcast du Congossa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses, ici Champi. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, votre podcast radio qui a pris sa place sous le soleil. Comme vous le savez, nous sommes désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi qui suit à 12h. Aujourd'hui encore, je suis accompagnée de mes acolytes qui sont Fiona. Fiona, s'il te plaît, un petit coucou à nos boss et bossesses. Coucou les boss et les bossesses, comme toujours, je suis très contente d'être avec vous en ce jour. Et ainsi que de Mélissa, la boss de la séquence Fala le livre. Mélissa, s'il te plaît, un petit coucou aux boss et bossesses. Coucou nos boss et bossesses, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Et enfin, de Lily, le cerveau derrière la rubrique Est-ce que tu know? Lily, un petit mot pour les boss et bossesses? Coucou les boss et bossesses, coucou tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 2. Et le titre de ce numéro est Comment faire? Quelle est la responsabilité des petites et grandes entreprises dans le traitement de nos données personnelles? Et pour en discuter, nous avons en invité Hugo Lefebvre, qui est délégué à la protection des données et il est certifié comme tel par l'AFNOR, qui veut dire Association française de normalisation et qui est l'organisation française qui représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation, donc en abrégé en anglais ISO, et du Comité européen de normalisation, donc qui est en abrégé CEN. Il est aussi cofondateur d'une entreprise de conseil en ITSM, dans laquelle, il démontre ses compétences en gestion de projets et en stratégie de gouvernance IT. De plus, il a anciennement été responsable adjoint à la sécurité des systèmes d'information chez un hébergeur de données de santé. Et enfin, pour terminer, Hugo Lefebvre est aussi un formateur et auditeur en management de sécurité de l'information, engagé dans la sensibilisation et l'éducation aux meilleures pratiques de protection des données. C'est un CV bien long, Hugo. Donc, j'imagine que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Mais avant de commencer, juste une simple question. Est-ce que ça te fait plaisir d'être avec nous ce soir? Ça me fait très plaisir d'être avec vous et je dis bonsoir à tous les auditeurs, évidemment, avec plaisir. D'accord. Eh bien, les boss et bossesses, vous connaissez le rituel. On va commencer avec l'apéritif. La rubrique Les ouais forts, présentée par Fiona. Merci bien Champi. Pour le premier effort de ce jour, nous abordons la thématique de l'introduction des uniformes lancée par le ministère de l'Éducation nationale français. En gros, dès septembre 2024, les écoles, les collèges et les lycées expérimenteront le port des uniformes. Mais avant de se lancer, chaque établissement devra valider le projet en conseil d'administration ou en conseil d'école pour inscrire la mesure dans le règlement intérieur. Les élèves recevront des kits gratuits dans un polo, 2 pulls et 2 pantalons par enfant et tout ceci sera financé à moitié par l'État et l'autre moitié par la mairie, le département ou la région volontaire. Cette résolution, bien évidemment, comme on peut s'y attendre, n'a pas laissé aussi bien les parents que les élèves indifférents. Plusieurs personnes ont été ravies d'apprendre cette nouvelle et certains parents affirment même que ça fera moins de machines à laver, moins de vêtements achetés et plus d'économies. D'autres pensent que cela pourrait empêcher aux enfants de s'exprimer librement et de découvrir leur personnalité, ou encore que cela n'augmentera pas la qualité de l'enseignement, le niveau des élèves et les bonnes conditions du professeur, et donc la question de l'uniforme pour eux ne devrait pas être une priorité pour le gouvernement. En gros, il y a eu plusieurs réactions, aussi bien positives que négatives sur ce sujet. Et je voudrais en fait que chacun de nous partage son opinion sur l'idée d'un uniforme en milieu scolaire. Donc, à toi la parole, Hugo. Je vais rester neutre sur le sujet parce qu'encore une fois, il y a trop de paramètres à évaluer et c'est clairement pas ma spécialité malheureusement. Mais je pense qu'il y a du bon et du moins bon. On
palliera pas au système, enfin voilà, des difficultés de classe par Ouais. l'uniforme. En Mhm. tout cas, pas aussi, c'est pas aussi simple que ça. Je pense que ça a du bon à côté de ça, mais voilà. Maintenant, je voudrais demander à Lily, toi qui es une maman, j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton point de vue à ce sujet. Bah, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai porté l'uniforme moi-même quand j'étais collégienne au Canada. Oh, Donc, ah je l'ai bon? porté l'uniforme. Et Mhm, j'avoue que pour moi, ça a été une libération, l'uniforme. Parce que moi qui étais, bah voilà, j'ai subi du harcèlement scolaire, etc. Et une des causes notamment de harcèlement scolaire, c'était ce que je portais. Peu importe ce que je portais, ça n'allait jamais. Donc la libération pour moi, quand enfin on s'est tous retrouvés habillés pareil et qu'il n'y avait plus cette histoire de si tu étais à la mode ou pas, si tu avais le bon pantalon, le bon t-shirt. Donc moi, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Après, là où je rejoins Hugo, c'est que c'est pas si simple parce que le système canadien permet aussi que tous les après-midi, les étudiants se retrouvent dans d'autres cadres. C'est-à-dire que le matin jusqu'à 13h, ce sont les cours et l'après-midi, ce mhm. sont des activités de type art, sport, voilà, il y en a plein. Et dans ce cadre-là, souvent, on ne porte pas son uniforme parce qu'on porte des costumes de scène ou autres. Donc ça permet, dans ce cadre-là, avec les mêmes camarades, de s'affirmer. Donc c'est vrai qu'en France, s'il n'y a pas cette possibilité-là, est-ce que du coup, ça ne va pas brimer certains élèves? Mhm. Ouais, ouais. Faudrait encore adapter au système français et tout. Ouais, je comprends. Et toi alors, Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, je dirais que je suis assez d'accord avec Lily sur le principe de, en fait, que ça permette un peu plus de, comment dire, de relativiser par rapport en fait aux tenues et comme le disait Lily, en fait, un petit peu aux marques, qui est vraiment, je pense, un gros aspect en fait, en tant que collégien, c'est vrai que c'est quelque chose qui, malheureusement, a beaucoup, beaucoup d'impact en fait sur la manière dont on se perçoit et dont les autres nous perçoivent. Et moi, je sais que justement, en fait, j'ai pas eu l'uniforme, mais j'ai eu au cours de ma scolarité, quand j'étais au collège, une blouse. Et c'est vrai que cet Mhm. aspect-là de est-ce que un tel a telle marque ou pas, en fait, c'était vrai que il y avait quand même ce truc-là qui rentrait énormément en jeu, malgré qu'on ait une blouse. Et je trouve que l'uniforme, justement, permet un peu de gommer cet aspect-là. Et je suis d'accord avec Hugo et avec Lily sur le fait que ça pourrait mériter un épisode entier, ce sujet. Bon, deuxième way fort. Pour notre deuxième way fort de ce jour, je voudrais partager avec vous l'exploit d'une dame de 70 ans nommée Safina Namukwaya, qui a donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, à l'issue d'une fécondation in vitro le 29 novembre dernier à Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est un exploit extraordinaire pour cette femme qui conçoit cela comme un miracle. Selon son médecin, le docteur Edouard Tamale Sali, la maman et les bébés placés en couveuse se portent bien. Safina avait donné naissance à une fille il y a de cela 3 ans après avoir été qualifiée de femme maudite pour n'avoir pas réussi à avoir d'enfant auparavant. Ainsi s'achève notre second Wayfort. Et maintenant, je voudrais que, une fois de plus, chacun de nous nous dise ce qu'il pense d'avoir des enfants à un tel âge. Cette fois-ci, je vais commencer par Lily. Ok. Bon, moi, j'avoue que je comprends pas forcément cette demande. Moi, je me projette en me disant que quand Mhm, ces enfants auront 10 ans, elle sera peut-être plus là. Si on regarde voilà, l'expérience de vie, je crois que c'est 83 ans chez une femme en bonne mhm. santé. Donc, l'exploit scientifique, Oui, c'est un espoir scientifique. fantastique, Mhm, puisque mhm, peut-être que ça va permettre voilà, de faire avancer la médecine pour les femmes qui sont en âge plus normal de procréer, on va dire, et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Maintenant, après, pour ces enfants, voilà, j'espère qu'ils vont être bien préparés à l'avenir et qu'ils ont une solide famille autour d'eux voilà, pour se retrouver peut-être orphelin rapidement. Après, bien évidemment, hein, avoir des enfants à 30 ans, on peut aussi avoir un accident de voiture voilà, exactement. j'entends bien le contre-argument qu'on peut m'opposer.
Mais voilà, à 70 ans, c'est quand même normalement. Si la nature ne nous permet plus d'avoir des enfants à cet âge-là, c'est peut-être qu'il y a une raison, en fait. J'aimerais savoir l'avis d'Hugo, vu que c'est le seul homme sur le plateau. Qu'est-ce que toi tu en penses, Hugo? Alors moi, je suis assez partagé, hein, comme Lily, sur le sujet. Il y a un point sur lequel je trouve que c'est plutôt positif, c'est que ben, en tant que garçon, on a la possibilité de procréer à n'importe quel âge et on est en train d'ouvrir la possibilité aux femmes de la même manière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais sur le fait que avoir un enfant à cet âge-là, moi, je suis papa d'un enfant de 2 ans et demi, j'ai bientôt 40 ans, et déjà, je me dis, à 20 ans, ça aurait été peut-être plus simple. Donc, à 70 ans, ben, bon courage à elle. Je suis assez d'accord avec Hugo sur ce point-là. C'est vrai que pour moi, c'est un âge qui est quand même assez avancé et même déjà en tant que grand-parent, je sais que ça peut être compliqué. Forcément, on a vraiment en tant que grand-parent à 70 ans, on a plutôt une position de soutien par rapport du coup aux parents. Mais du coup, j'avoue qu'en tant que parent à 70 ans, je pense que ça doit être extrêmement compliqué et bon, j'espère que c'est un choix du coup qui est réfléchi, et qui du coup qui lui fait plaisir, je m'en doute, hein, mais j'espère que c'est vraiment un choix et Je pense que c'est un choix réfléchi, en tout cas, vu qu'elle a elle a procédé à une fécondation in vitro, ça veut dire qu'elle désirait avoir ces enfants-là, quoi. oui, réfléchi, je m'en doute, mais j'espère que c'est pas issu enfin pas d'un caprice, mais un petit peu de quelque chose en fait qui finalement n'est pas, enfin voilà, je sais pas trop. Je suis assez partagée, on va dire sur. Égoïste, c'est pas un choix égoïste, c'est ça que Ouais, je veux dire. exactement. Voilà. Bon, ceci marque donc la fin donc, de ta rubrique, Fiona. Et comme le rituel le veut, il faut que l'invité te note. Donc, Hugo, combien est-ce que tu mets sur 20 à Fiona pour sa rubrique? Alors, je suis vraiment désolé parce que je sais que je vais te contrarier parce qu'en fait, j'ai écouté les émissions précédentes que j'ai trouvées très, très bien d'ailleurs, hein. Je vais donner la même note à tout le monde et 20, même si ça te contrarie. Non, En fait, ce qui me fait rire, en fait, c'est que donc, tu as eu à écouter les émissions précédentes et tu sais déjà comment est-ce qu'elle procède, en fait, généralement, avec sa mauvaise Voilà. foi et tout. c'est pas gentil. Ça, c'est pas. Ça, c'est même Non, briser mais le cœur. Ça, c'est c'est même briser le intéressant. cœur. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Le topo du jour, animé par Champi, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour. Comment faire? Quelle est la responsabilité des petites et grandes entreprises dans le traitement de nos données personnelles? J'aimerais qu'on se penche un peu sur une déclaration de M. Romain Robert, qui est donc le directeur de programme à l'association européenne NOYB, qui s'occupe des droits numériques. Donc, cette déclaration, je l'ai prise sur le site fr.euronews.com dans l'un de leurs articles qui a été publié le 14 août 2023. Donc, il dit ceci: les données, c'est le pouvoir. Ce sont simplement les instruments qui donnent accès à beaucoup d'autres droits. L'accès au ciblage des personnes, à la fourniture de contenu, à la censure de certains contenus, à la non-diffusion de certains contenus à certaines personnes et à l'influence sur leur comportement politique. Et donc, moi, je voudrais savoir, donc, Hugo, comment est-ce que des simples données peuvent-elles octroyer tant de pouvoir? Comment c'est possible? Le principe est assez simple, hein, c'est qu'avec quelques données, on peut très facilement identifier le comportement d'une personne. Ça peut être les données de localisation, etc. Et en fait, on va assez facilement segmenter la population en différentes petites cases et du coup les cibler facilement et potentiellement, une fois qu'on a identifié comment influencer telle ou telle petite case, eh ben, on va pouvoir facilement influencer la population euh, sur les différents domaines sur lesquels on souhaite les influencer. Et c'est vraiment la possibilité d'influencer les gens, que ce soit au travers de publicité ou, enfin, c'est l'affaire qu'on a vue avec les élections présidentielles américaines où il y a
où on soupçonne, c'est Cambridge Analytica, où on soupçonne qu'il y ait toute une partie de la population américaine qui a été influencée pour les votes. Ah oui, j'ai lu ça justement quand je faisais des recherches. Effectivement, c'est l'un des scandales qui a éclaté en 2018, c'est ça, non? Avec Facebook aussi? C'est ça? C'est ça. En fait, c'est sur la base des informations sur Facebook. Cambridge Analytica, c'est une société qui a récupéré les données de Facebook et qui, en fait, s'est attaqué aux personnes qui étaient un peu indécises pour faire pencher la balance sur telle ou telle, enfin, vers telle ou telle personne pour les votes. Ok, d'accord. Donc ça, c'est clairement illégal alors. Ça, c'est clairement de la manipulation. Après, est-ce que c'est illégal? Ça dépend des États, ça dépend de plein de choses. Ok, d'accord. Bon, avant qu'on ait continué, je voudrais avoir l'avis, par exemple, de Mélissa. Est-ce que quand toi, tu penses à données personnelles, est-ce que toi, tu penses forcément à pouvoir? Alors honnêtement, oui plutôt parce que justement en fait moi via ma spécialisation dans mes études, donc je suis dans le marketing digital pour être plus clair. C'est vrai qu'en fait bah, nous en fait forcément le marketing digital il utilise énormément d'instruments justement qui stockent les données pour bah, un petit peu mesurer les audiences et mesurer justement les résultats des actions qu'on fait. Et donc bah, en fait forcément je me rends compte de manière très claire que oui effectivement dès qu'on a des données, bah, en fait, comme le disait Hugo, on a du pouvoir parce qu'on a beaucoup d'informations en fait sans se rendre compte, en fait, on donne beaucoup d'informations finalement aux différents sites, ne serait-ce que ça, sur lesquels on va aller sur Internet. Et donc c'est vrai que je comprends totalement cette affirmation. Et toi, Fiona, toi, par exemple, qui fais dans médecine, si je ne m'abuse, est-ce que plutôt aussi, lorsque tu penses à données, tu penses à pouvoir? Ben, bien sûr, je pense à pouvoir, hein. Partager déjà ces données, ça donne le pouvoir, par exemple, aux entreprises ou bien à ceux qui ont accès à ceux-ci d'avoir une certaine influence sur toi et de te rendre d'une certaine manière autonome, peut-être à travers leurs produits, etc. J'en passe. Donc, Tu veux dire ouais, addict à leur produit, pas autonome. addict à leurs produits, merci. Désolée, je D'accord. suis un peu... Et donc, première question donc pour toi, Hugo. Quel type de données les entreprises peuvent obtenir sur les utilisateurs? Alors, beaucoup de données. Alors, le problème, c'est que quand on parle d'entreprise, on va parler évidemment des utilisateurs, potentiellement des utilisateurs finaux. Quand on pense à du Facebook, à du Google, en plus, c'est des services qui sont dématérialisés. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a, alors du coup, les données qui peuvent être collectées, il y en a pas mal, mais il y a tout un tas de données qui sont collectées, pas que vers les utilisateurs finaux, mais aussi envers les employés. Par exemple, on peut très bien récupérer les données. Enfin, en France, on récupère les données de la situation familiale des employés. Il y a les données des fournisseurs qu'on récupère aussi parce que pour savoir qui est notre fournisseur, quelle fonction il a dans l'entreprise distante, etc. Et évidemment, du coup, pour les utilisateurs finaux, on va récupérer tout un tas de données et ça va dépendre beaucoup des services qu'on met en place. Par exemple, pour un service de GPS, on va collecter tout ce qui est données de géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va savoir votre tracé partout où vous vous êtes baladé dans le monde pendant X temps. Il y a les agendas où on peut récupérer beaucoup de données aussi, voire des données très compromettantes. On peut récupérer la musique qu'on écoute. Ça peut donner pas mal d'informations sur qui on est, les données qu'on écoute. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de... Je crois qu'il y a Deezer qui a fait une campagne qui fait une campagne tous les ans sur quel style de musique on écoute, etc. Enfin, voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut récupérer. Et je pense sur les associations aussi, il y a beaucoup d'associations qui vont récupérer des données, qui vont simplement lister leurs adhérents. Et en fonction du type d'association auquel on va adhérer, ça peut être des associations religieuses, où on va connaître, du coup, on va pouvoir potentiellement connaître quelles sont les convictions religieuses des uns et des autres, etc. Donc, Mais j'aimerais savoir la quelque campagne. chose. Oh, je sais pas, excuse-moi. Je voulais Oui. savoir, est-ce que le litige se trouve au niveau de la collecte des données ou bien au niveau du traitement des données? Parce que la manière dont tu expliques, c'est comme si, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'en fait, à tout moment, dans l'autre parcours de vie,
on a donné nos informations à des institutions ou bien à des applications, mais est-ce qu'à ce moment-là, le fait qu'elle les collecte, ce soit illégal, ou bien c'est la manière dont elle les traite qui devient un peu problématique? Je vais encore faire une réponse, comme on dit en France, de Normand. Euh, les deux. En fait, on ne peut pas collecter n'importe quelle information dans n'importe quelle condition. Et on ne peut pas traiter les informations n'importe comment. On n'a pas le droit de traiter les informations n'importe comment. Donc, les données qu'on va collecter, on doit faire en sorte que la personne dont on collecte les données, ben, faut qu'elle soit au courant, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait bien conscience que la donnée est collectée. Et normalement, on doit faire en sorte que quand la donnée, une fois que la donnée elle est collectée, il faut que la personne soit au courant de ce qu'on va en faire, en fait, tout simplement. Donc derrière, le traitement qui va en être fait, d'où la personne doit être au courant du traitement qui va en être fait. D'accord. Et donc, pour parler donc de traitement, quels sont les 3 exemples d'usage de nos données par les entreprises? Alors, par les entreprises, il y en a pas mal, mais bah, du coup, Mélissa, elle en connaît au moins un qui est le ciblage publicitaire. Après, on peut parler de la personnalisation des services. On peut parler aussi de l'analyse et prévision des tendances du marché. C'est pareil, je pense que, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les données. Et ce qui est très très largement démocratisé aujourd'hui, hein, principalement, c'est le ciblage publicitaire. C'est là-dessus que des Google, des Facebook, etc. se font beaucoup d'argent. Et c'est là-dessus aussi, en fait, que, enfin, c'est là où c'est le plus problématique, parce que des sociétés comme des grands magasins qui vont faire des cartes de fidélité, ben, ils vont revendre en fait les données à ce qu'on appelle des brokers pour que ensuite en fait les données elles puissent être traitées, etc. par des agences de marketing qui vont ensuite récupérer les données pour pouvoir envoyer des mails, faire du mailing, faire du ciblage publicitaire, etc. Et quand tu dis ciblage publicitaire, je veux savoir, en donnant un exemple concret. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une recherche sur Internet pour un produit. Maintenant, depuis lors, je ne fais qu'à voir le même produit partout où je passe sur Internet. Et je me demande, mais comment c'est possible? Parce que ben, c'est de ça dont il s'agit. Chaque page que j'ouvre, je vois le produit, je vois le même produit pour lequel je me suis renseignée. Chaque page que j'ouvre, c'est ça que tu appelles ciblage publicitaire. Alors, entre autres, mais ça, c'est les cookies, c'est encore autre, enfin, pour moi, c'est encore autre chose. C'est vraiment il faut faire la distinction entre les cookies, qui sont des choses qui vont s'accumuler en fait sur ton navigateur ou sur ton ordinateur quand tu vas quand tu vas faire des recherches sur Internet, et le ciblage publicitaire qui va être quelque chose qui est beaucoup plus insidieux puisque en fait, typiquement dans ton cas de figure, si tu apprends comment nettoyer ton navigateur et comment nettoyer tes cookies régulièrement, tu n'auras plus le problème à ta prochaine navigation. Ah, Par d'accord. contre, les données que tu mets à disposition sur Facebook ou Google, là, pour le coup, elles sont beaucoup plus pertinentes pour des annonceurs publicitaires et potentiellement, elles vont permettre à ces annonceurs de mettre à disposition de mettre à disposition des annonces publicitaires qui vont correspondre ben, à qui tu es, aux besoins que tu vas avoir à tel moment, etc. D'accord. Avant qu'on ne continue, j'aimerais avoir l'avis de Lily. Est-ce que parmi les 3 usages que Hugo a évoqués, est-ce qu'il y en a un dont tu as été victime? Un dont j'ai été victime, pas, enfin, pas là comme ça. J'avais toujours eu conscience d'accepter qu'on utilise mes données. Après, c'est vrai que ce qui est cookie, ça c'est assez en effet perturbant. Comme tu dis, on va regarder, les matériaux d'aller regarder un siège auto et ensuite, dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai été inondée de sièges auto sur toutes les plateformes où j'allais. Donc, c'est vrai que c'est assez perturbant de se dire que de prendre conscience qu'on est surveillé quelque part et que partout où on va, c'est archivé, c'est passé d'un prestataire à l'autre. C'est vrai que ça,
C'est assez perturbant. D'accord. Juste pour rebondir, il y a une certaine légende urbaine, Hugo, qui dit que Facebook espionne ses utilisateurs via leurs Android ou bien leur iPhone. Par exemple, j'ai eu cette vidéo de cette personne qui disait que elle avait parlé un jour de voiture à son compagnon, voilà, je voudrais telle voiture. Et puis, soudainement, quand elle a ouvert son téléphone sur Facebook, elle a vu une publicité par rapport aux ventes de voitures. Donc, et il y a eu plusieurs témoignages comme ça. Est-ce que cette légende urbaine est-elle vraie? Qu'effectivement, par le biais de vos appareils électroniques, les différentes applications peuvent vous écouter et comme ça, ainsi, lorsque vous les ouvrez, vous pouvez tomber sur l'objet de votre convoitise. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Alors, réponse difficile à donner. Dans tous les cas, pour Facebook, la réponse est clairement non, parce que si c'était le cas, il se serait fait épingler depuis longtemps. Ça se verrait, il y a tout un tas de gens qui sont très très vigilants sur le sujet enfin, ça serait clairement établi. D'accord. Donc, Par c'était contre, clairement une légende urbaine alors. oui et non, dans le sens où, c'est ce que je disais tout à l'heure, le principe du ciblage publicitaire fait que potentiellement, euh, oui, on a une conversation à un moment, on parle de voitures, mais 3 jours avant, on a été regarder sur Google les voitures, on s'est posé la question de savoir, voilà, et est-ce que les sites que vous avez visités euh, ont des liens avec Facebook? Est-ce que l'information n'est pas remontée à Facebook? Et est-ce que Facebook n'a pas trouvé pertinent à ce moment-là de remonter une publicité justement sur les voitures, parce que c'est très exactement ce que je disais sur le ciblage publicitaire? Eh ben, ils savent en fait quand vous mettre à disposition quelle pub pour maximiser le clic sur la pub. C'est vraiment leur force, et c'est là-dessus en fait qu'ils se font de l'argent. Donc ils sont très très forts. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a alors une loi qui régit le traitement des données personnelles pour, par exemple, empêcher que, par exemple, Facebook, bien parmi tant d'autres, ne fasse de l'excès avec nos données? Alors oui, il y a une loi sur le sujet qui s'appelle le RGPD, qui est le Règlement européen sur la protection des données, hein. Cette loi, elle est en application depuis le 25 mai 2018, et elle permet justement de protéger les personnes européennes, les personnes qui sont qui sont sur le territoire européen, et les Européens. Voilà. Ça veut donc dire qu'avant 2018, il n'y avait absolument rien pour protéger nos données numériques. Alors, en France, si. En France, on a on avait le gros avantage d'avoir la loi informatique et liberté, qui est une loi, je n'ai plus la date, je n'ai plus l'année exacte de promulgation, mais qui est relativement ancienne, hein, qui permettait de protéger les Français, mais c'était une loi française et franco-française, quoi. C'est-à-dire que les Américains n'y étaient pas soumis. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Et donc, bon, tu as dit donc qu'il existe dans la loi tu as appelé ça comment, le RGPD, si je ne me Le trompe pas. RGPD, oui, c'est l'acronyme D'accord. qui va bien. Et donc, quels sont les risques qu'encourent les entreprises qui ne respectent donc pas ce que promulgue le RGPD? Alors, les entreprises, elles ont, ça peut aller, ça peut être des choses très simples, hein. C'est-à-dire que sur un contrôle, elles peuvent tout simplement se faire taper sur les doigts avec une petite remontrance. Mais ça peut aller du coup jusqu'à la sanction. Enfin, il peut y avoir des sanctions financières. Euh, il y a une des possibilités aussi, c'est ce qu'on appelle le mur de la honte. C'est-à-dire que en fait, on va annoncer publiquement le fait que les données, enfin cette entreprise ne gère pas bien les données des gens, donc forcément, il va y avoir une atteinte en fait à la réputation de l'entreprise.
Faut savoir que c'est pareil, potentiellement. Alors en France, c'est la CNIL, donc je vais utiliser ce terme-là, hein. Mais la CNIL, en fait, elle peut arriver dans une entreprise et puis elle peut choisir de débrancher en fait l'informatique complètement, les serveurs. Donc en fait, ça peut arrêter complètement une entreprise. Mhm. Et potentiellement, la loi française, enfin celle-là, c'est celle que je connais le mieux, hein, prévoit jusqu'aux sanctions pénales. Potentiellement, ça peut aller pour le responsable, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que j'ai l'impression que Alors, peut-être le pénal, c'est le maximum. Est-ce que c'est déjà arrivé? alors le pénal, c'est jamais arrivé, mais il faut savoir que ça reste une loi qui est relativement jeune, hein, 2018, en sachant que du coup, ils avaient annoncé au moins 2 ans pour que les gens se mettent en conformité. Donc ça fait en vrai, ça fait depuis 2020 que c'est réellement en œuvre. D'accord, d'accord. Bon, je voudrais savoir, Mélissa, est-ce que toi, lorsque par exemple tu lis les journaux, est-ce que si une entreprise a été mise sur le mur de la honte, comme il a stipulé, en disant que elle ne gère pas bien le traitement le traitement des données, pardon, de ses utilisateurs, est-ce que toi, ça va te faire jeter la probe sur la compagnie? Est-ce que ça va te faire quelque chose? Honnêtement, c'est assez compliqué parce que bah, forcément, en fait, quand on utilise un petit peu, enfin, quand on donne ces données un petit peu sur Internet ou justement à des entreprises, on sait très bien que bah, dans l'idée, c'est un contrat de confiance hein, quand même, hein, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'au final, c'est assez, je pense que psychologiquement et éthiquement, c'est assez difficile de se dire qu'on partage des données personnelles et qu'au final, bah, ces données peuvent être complètement bah, divulguées en fait avec ce genre de scandale-là. Mais Mais est-ce que malheureusement, lorsque tu vois par exemple une info, parce que j'ai déjà eu à voir justement ce genre de journaux où on dit que telle entreprise a fait fuiter les informations concernant ses clients, voilà, ça a eu un petit scandale, un article écrit. Mais est-ce que quand toi tu lis ça, tu as l'impression que l'entreprise a assez souffert? Parce que c'est quand même gros, quoi. ah, est-ce qu'elle a assez souffert? C'est ça que tu me Oui, dis? c'est ça, si oui. Si le mur de Ah, la d'accord. vente est assez satisfaisant. Bah alors ça c'est compliqué. Après ça c'est encore une question de morale et de est-ce que ils ont eu un comment dire ouais ah pardon j'arrive pas à trouver le mot mais ils ont été assez punis quoi on va dire par la justice. Honnêtement je saurais pas dire. Enfin le fait qu'ils soient voilà mis sur le banc de la honte comme tu le disais toi-même c'est on va dire le minimum. Mais après on va dire la sanction déterminée par la justice bah ça c'est je pense que je ne saurais pas forcément me positionner, mais c'est vrai que c'est assez perturbant d'apprendre ce genre de choses, quoi. Ok. Et toi, Fiona, est-ce que pour toi, le mur de la honte, c'est assez comme punition envers une entreprise qui a divulgué les données de ses utilisateurs? Personnellement, je dirais non. C'est pas assez. Je ne pense même pas que lorsque on met une entreprise sur le mur de la honte, comme tu le dis si bien, ça a tellement eu un impact sur l'entreprise en question. Déjà, je prends l'exemple de Facebook dont on a parlé tout à l'heure et de la légende dont tu nous as parlé. Euh, Jusque-là, en fait, moi personnellement, j'ai déjà eu à expérimenter ça, le fait d'être en conversation avec quelqu'un et discuter et tout à coup ouvrir mon Facebook et retrouver l'objet dont je parlais avec la personne sur Facebook. Donc, je ne pense même pas que c'est une si grande légende que ça et c'est pas la première fois que j'entends parler d'un truc comme cela. Mais ça n'empêche pas néanmoins que les gens continuent à aller sur Facebook, à faire leurs recherches, leurs amitiés, etc. Donc, je pense en fait que Le mur de Facebook la honte est... est inutile, c'est ça que tu veux dire? Oui, en fait, je passais par Facebook en fait pour prendre un exemple du fait que, oui, prenons une entreprise comme Facebook qui a été du moins sur le mur de la honte, peut-être pas écrit dans un journal, mais beaucoup de personnes en ont parlé. Mais ça n'a pas empêché en fait qu'il continue à grandir, en fait, à s'agrandir. Donc, je pense que c'est pas tellement efficace et qu'on devrait avoir des sanctions un peu plus strictes. Mhm, d'accord. Ok. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir du coup Bien sûr, Hugo, bien sûr. En fait, le mur de la honte, c'est clair que sur des sociétés comme Facebook ou Google, ça n'a aucun impact. En fait, enfin, l'impact, il est ridicule. Potentiellement, si, il y a quelques utilisateurs qui vont décider d'arrêter d'utiliser le service et qui vont migrer vers d'autres services, mais c'est des choses qui sont complètement à la marge.
Ça a de l'importance et ça a de l'impact principalement sur des structures où en fait il va y avoir sur des secteurs qui sont particulièrement concurrentiels. Euh, voilà, enfin, sur des sociétés où il y a un, deux, trois concurrents qui proposent le même service. En fait, ça va être très problématique pour elles parce que du coup, potentiellement, les gens vont changer de service, vont aller sur le service d'à côté. Ok. Donc, ça veut donc dire que par rapport aux compagnies qui ont déjà un certain monopole dans un domaine, il faudrait peut-être que la loi soit un peu plus spécifique quant à elle pour que... C'est pour ça que des Facebook ou des Google, en fait, ils mettent systématiquement des énormes amendes Ok, pour. ok. Good to know, good to know. Bon, la prochaine question, donc, qui est l'avant-dernière. Est-ce qu'il existe un service judiciaire responsable de la protection de données des citoyens chez qui on peut se plaindre si on a jugé que nos données ont été utilisées sans notre accord? Alors, dans tous les pays européens, chaque pays européen a un bureau auprès duquel il peut aller porter plainte pour dire que ses données personnelles ont été maltraitées, mal gérées, etc. Et En comment on fait France, pour c'est la trouver CNIL. le Ouais. dit, comment on fait pour retrouver la dite organisation ou bien le dit service judiciaire par rapport à ces données? Comment on fait pour... Alors, oui, bah, alors en France, c'est la CNIL, hein. Il y a un formulaire en ligne qui permet de porter plainte directement. Euh, mais l'idée, en fait, hein, c'est tout simplement de regarder RGPD, les institutions. Dans chaque pays, vous allez pouvoir retrouver assez facilement. C'est des CNIL, hein. Vous marquez CNIL belge, CNIL suisse, ou ce genre de jeu. Enfin, pas suisse, puisque pour le coup, ils font pas partie de l'Europe, mais on va avoir l'Espagne, etc. On va simplement vous taper CNIL espagnol et vous allez les retrouver assez facilement. D'accord. Eh bien, CNIL, vu c'est que... CNI. Continue, excuse-moi. Continue. Non, je disais que la CNIL, c'est CNIL. Ok, Voilà. d'accord. Et justement, vu que c'est un sujet qui est assez sensible, voilà, vu que les données ont du pouvoir, quel serait le conseil donc tu donnerais, ou bien que tu partagerais avec nos boss et bossesses concernant la protection de leurs données, pardon. Quel est le conseil que tu leur donnerais pour mieux s'armer, ou bien pour mieux se protéger? Alors, le plus simple et le plus pratique des conseils, c'est tout simplement que si vous voulez pas qu'une donnée soit exploitée, il faut pas la mettre à disposition sur Internet. C'est encore le conseil le plus, je pense, qui est le plus avisé sur le sujet. Évitez de diffuser des données de vos enfants qui sont pas en âge de donner leur avis sur la question, etc. En plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on voit les possibilités qui s'ouvrent complètement sur le traitement de l'image, etc. Donc, évitez de diffuser des données que vous voulez pas qu'elles soient exploitées. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Mais tu as dit Après, Internet. Tu as dit, ça veut dire que on ne doit pas avoir des applications. Alors, vu que forcément, aujourd'hui, c'est l'ère du digital, on a forcément des applications. Et forcément, parfois, on demande notre nom, numéro de téléphone et email. Ça veut donc dire que c'est en fait vivre en marge de la société si on ne veut pas que nos données soient exploitées. non, attention, hein, je suis pas du tout un ayatollah il faut pas. Enfin, je pense qu'il faut. Enfin, dans tous les cas, aujourd'hui, oui, on est dans une société où on met de la donnée partout, etc. Les entreprises, elles doivent faire attention à un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'elles ont des données, elles ont une responsabilité vis-à-vis de ces données. Elles doivent absolument faire en sorte de protéger les utilisateurs de leurs applications, etc. Je pense pas qu'il faille interdire ou même, enfin voilà, le fait de limiter les données qui sont collectées à ce qui est nécessaire, c'est important, etc. Mais encore une fois, c'est simplement ne mettez pas trop d'informations là où c'est pas utile en fait. Euh, D'accord. Aujourd'hui, diffuser les photos de ses enfants, par exemple, je pense que il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à mettre la photo de son enfant sur un Facebook, parce que en fait, enfin, c'est pas un album de famille, hein, un Facebook.
Oui, effectivement, effectivement. Eh bien, comme on parle d'enfants, je voudrais donc avoir l'avis de Lily avant qu'on ne se quitte pour cette section. Toi qui as une petite fille en bas âge et toi également qui es sur les réseaux sociaux et tout ça, est-ce que tu fais justement attention de ne pas mettre des images d'elle ou bien des informations là concernant, qui est notamment l'un des conseils que prodigue Hugo? Alors, moi, en effet, ma fille est indirectement sur les réseaux sociaux. Donc, on voit le dos de sa tête, son manteau, son pied, sa main, euh, elle derrière un masque. Mais en effet, je ne la présente jamais de face et vraiment ouvertement. Je mets toujours des petits stickers sur sa tête, etc. De une, parce que bah, c'est ma fille et j'ai envie de la préserver de ça. Et de deux, parce que l'âge où elle ira elle-même sur les réseaux sociaux et qu'elle tombera sur ces vidéos, bah voilà, j'ai pas envie qu'elle puisse m'en vouloir de les avoir fait. Donc elle sait que c'est elle, mais ce sera la seule personne à le savoir finalement. Donc voilà, Ok, donc tu la oui, je fais protèges. attention. Oui, je fais attention à la protéger. Après, je peux pas l'écarter complètement parce que c'est vrai que j'ai une vie publique, notamment quand j'étais artiste. Et mes enfants, bah forcément, étaient pris en photo avec moi et donc étaient aussi sur les réseaux sociaux. En plus, ils ont aussi une vie tous sportive, mais je parle pour mes plus grands. Donc, ils participent à des championnats de France, etc., où de toute façon, leurs photos circulent. Donc, c'est compliqué d'à la fois les préserver, les protéger, et à la fois leur permettre aussi de vivre des expériences, parce que si on les voit, ils vont pouvoir avoir d'autres opportunités, etc., etc. J'entends ce qu'Hugo dit et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, en pratique, c'est de moins en moins facile à faire puisque la crèche vous demande pour publier les photos de vos enfants, l'école vous demande pour publier les photos de vos enfants, les clubs de sport. Donc finalement, moi, je me dis, bah, il n'y a que moi qui ne mets pas leurs photos, mais tous les autres gens les mettent finalement. Donc Ok, c'est pas simple, hein. d'accord, c'est vraiment un casse-tête, alors si je comprends bien. Eh bien, ce sera donc tout pour cette section du topo du jour. On va migrer vers la dernière partie de l'émission. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Nous voici de retour pour la dernière partie de l'émission. Avec ce thème du jour, nous espérons vous avoir fait comprendre les enjeux qu'il y a derrière la protection des données personnelles. Mais à présent, il est temps de passer à votre rubrique phare de l'émission, la rubrique littéraire de Mélissa qui est Fala le livre. Donc Mélissa, grosse pression sur toi. La rubrique Fala le livre, présentée par Mélissa. Et oui, Champi, j'ai le plaisir de vous présenter notre 7e édition de Fala le livre. Donc c'est déjà la 7e et vous commencez à connaître le concept maintenant, mais pour les petits nouveaux ou ceux du fond qui ne sont pas sûrs d'avoir suivi, je vais vous faire un très bref rappel du concept, puisqu'il reste nouveau quand même pour le moment. Donc moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et donc, pour nos deux recommandations du jour, j'ai voulu rester dans le thème des données. Et selon moi, qui dit données dit information, et donc potentiellement secret. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on va poursuivre. Puisque notre première recommandation livresque, elle porte le titre de Atlas Six, d'Olivier Blake. Et on se concentre sur l'une des plus grandes légendes de l'histoire, celle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui aurait été brûlée entre 48 avant notre ère et 642. Et c'est une destruction qu'on accorde à plusieurs événements, dont principalement un ensemble de guerres qui auraient eu lieu durant cette période. Et comme le rappelait Champy tout à l'heure, les données, c'est le pouvoir. Alors ce drame est connu dans l'histoire comme étant le moment d'une perte incommensurable de connaissances auxquelles les sociétés suivantes n'auront jamais accès. Et ce roman, Atlas Six, nous plonge alors dans un univers alternatif au sein duquel les données contenues dans cette immense bibliothèque n'ont jamais été réellement perdues, mais simplement cachées pour n'être connues et accessibles qu'à une poignée d'érudits dans un monde où la magie est maîtrisée par une partie de l'humanité. Et donc au cœur de ce roman mélangeant réalité alternative et magie, on découvre alors 6 jeunes étudiants qui possèdent chacun des capacités intellectuelles et magiques hors normes dans leur domaine, qui s'étendent de naturalistes jusqu'à illusionnistes, en passant par ceux qui maîtrisent les éléments qu'on appelle les physiciens. On va alors découvrir leur insertion pour intégrer l'Académie de la société alexandrienne, seule détentrice des connaissances de la grande bibliothèque d'Alexandrie, connaissances cachées aux yeux du reste du monde. Donc celui-ci est le premier tome d'une série qui compte à l'heure actuelle 2 romans, et comme le présente si bien la couverture, secret, trahison, séduction et pouvoir sont au cœur de leur course vers les places pour obtenir un statut spécial
dans ce monde si complexe. Alors, si un roman au style un peu Dark Academia vous convient, je vous invite à foncer pour découvrir les secrets de la bibliothèque d'Alexandrie. Et si notre première recommandation du jour parle de dissimulation d'informations, pour notre deuxième recommandation du jour, j'aimerais vous parler d'un roman au cœur duquel notre personnage principal fait au contraire de grandes révélations. En effet, c'est l'histoire fictive d'une grande actrice des années 60 qui révèle à l'apogée de sa vie le plus grand secret de son existence. Son histoire d'amour cachée avec une femme, alors que le monde entier l'a vue de nombreuses fois se marier avec des hommes. Et c'est ainsi que le titre de ce roman, Les Sept maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, nous attire au cœur des confidences de cette actrice, confidences aussi glamour que scandaleuses qu'elle n'accorde qu'à une journaliste, la jeune Monique Grant. Personne ne comprend ce choix, surtout pour une journaliste aussi jeune qui n'a pas encore pu montrer son talent au cours de sa carrière. Et de nombreux mystères entourent à la fois le passé et ses choix présents de l'actrice, et c'est ainsi une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu qui nous est contée, nous tenant en haleine jusqu'au bout du roman, puisque ce n'est qu'à la fin qu'on comprend les raisons du choix de l'actrice concernant Monique Grant. Et maintenant que ces deux présentations vous aient été faites, j'aimerais bien connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Lily et Fiona, mais avant tout, j'aimerais connaître celui de notre invité du jour. Donc Hugo, est-ce que je peux te demander lequel des deux t'a le plus intéressé? Alors, je vais faire. J'ai beaucoup apprécié les deux. En fait, le premier, il me faut absolument les références parce que je compte bien le lire très prochainement. Le deuxième, c'est un sujet que je trouve particulièrement d'actualité. Je suis moins fan et moins friand du style littéraire, très probablement, mais voilà. Euh, je trouve le sujet particulièrement intéressant. Ok, eh ben, je comprends totalement ton avis et je te remercie pour ce partage. Et donc Lily et Fiona, Lily, je t'en prie, dis-moi, donne-moi ton avis, lequel des deux a été le plus intéressant à tes yeux? Moi, je pencherais pour le deuxième. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça m'intrigue. Un peu envie de savoir, tu nous l'as bien vendu. J'ai envie de savoir justement la raison de ce choix. Et je trouve que ça a l'air fun à lire. Et j'avoue que voilà, je lis beaucoup de choses pour le travail en ce moment qui sont beaucoup moins fun puisque ça parle de douleurs chroniques. Donc j'avoue que un peu de détente me tente bien. Je te comprends totalement. Et toi, Fiona? Comme Lily, je vais prendre le deuxième. C'est celui-là qui me parle le plus et peut-être c'est parce qu'il y a plein de mélanges d'émotions et ça me semble beaucoup plus divertissant et j'aime bien lire quand c'est divertissant, quoi. Je te comprends totalement. Et toi, Bah moi, pour être Lisa, qu'est-ce que toi tu justement, as c'est ce que j'allais choisi? dire. C'est ce Ok. que j'allais dire, Champi, pour être honnête, moi aussi, c'est vrai que Les Sept maris d'Evelyn Hugo, du coup, donc le deuxième, honnêtement, je l'ai adoré. Le premier aussi, hein, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le deuxième, il est vraiment, en fait, on a un peu des plot twists à plein de moments de l'histoire. Et honnêtement, il est incroyable. Et vraiment, il m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et j'ai adoré celui-là. Donc, les filles, je vous le recommande totalement. Mais Hugo, je t'en prie, je te donnerai totalement les références pour le premier, parce que c'est vrai que le premier est aussi hyper intéressant et sur un tout autre sujet, mais honnêtement, il nous tient en haleine aussi. Franchement, Et jusqu'au même bout. moi, je sais pas, je suppose que tu aies pris le deuxième. Je savais que c'est le deuxième que tu allais choisir. Je savais. Je te connais trop bien. Oui, Hugo, tu veux dire quelque chose, s'il te plaît, avant qu'on ne vire vers la rubrique de Lily? Ah non, non, c'est simplement que enfin, moi je suis très heroic fantasy, donc forcément le premier m'attire beaucoup. Moi aussi, le premier, moi, c'est ce que moi j'aurais pris si je devais choisir, parce que ça référence à Alexandrie. Je pense que ça référence à l'Égypte, non? Alors, pas exactement à l'Égypte, Ok. mais du coup, oui, à la société, en fait, bah, tu sais, un petit peu de Jules César et tout ça, quoi. Voilà, donc Donc voilà, c'est un petit peu. ça m'aurait intéressé par rapport justement à ce bond dans le passé. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que moi j'aurais pris. Mais bon, donc, il faut que Hugo te note. Tu auras combien? Peut-être tu auras 10, 20, qui sait? Hugo, tu lui donnes combien? Ah ben je vais remettre un 20 hein, parce Non, qu'en non, plus non, les non, non, deux me non, donnent non, non, très non. très non, les deux me donnent très envie donc je peux pas mettre autre chose que 20. Non, ça, c'est pas une position courageuse, ça. Il faut lui mettre un 8 sur 20. Tu assumes ton choix. Tu as 8, Mélissa. Point barre, on s'en fout. C'est pas très gentil, ça, hein. Honnêtement, non, 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 hein, je suis pas d'accord. Ok, c'est Pas bon. Tu as d'accord. ton 20. Tu as ton 20, Mélissa. Tu as ton 20. Merci.
Bon, il est maintenant temps de passer à la rubrique Est-ce que tu nous de Lily? Lily, comme d'habitude, tu as le track parce que c'est avec toi qu'on sort de l'émission. Donc, fais-nous rêver, s'il te plaît. La rubrique Est-ce que tu nors présentée par Lily. Salut les boss et les bossesses. C'est Lily, votre chroniqueuse santé et bien-être. Et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle édition de Est-ce que tu know? Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un voyage au pays de la sécurité des données concernant notre santé. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à en savoir plus sur la e-santé. Et surtout, soyez prêts à répondre au quiz time que vous connaissez désormais très bien. On le sait tous, nos données de santé sont sensibles et nécessitent une protection maximale. En France, la confidentialité des dossiers médicaux est encadrée par des lois strictes. Mais saviez-vous que chaque année, des milliers de violations de données personnelles sont malgré tout signalées? Alors, premier quiz time. Combien de violations de données ont été signalées en France en 2022? Petit A, moins 2000. Petit B, entre 1000 et 5000. Petit C, plus de 5000. Alors, est-ce que je commence par notre invité, qui doit, je pense, connaître la réponse? Moi, j'aurais dit petit b, mais je suis pas tout à fait sûr. J'hésite entre le B et le C. D'accord. Mélissa, Moi, j'aurais dit le B. le B. Ouais. Tricheuse. Mélissa a triché sur Hugo. Et Fiona, Entre 1000 et 5000, donc le B, j'imagine. petit B. Mhm. Eh bien, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont Hugo nous a parlé, a enregistré 5037 notifications de violation de données. Donc, c'est, on va dire, allez, B, c'est bon aussi. Soit une hausse de 79% par rapport à 2021. Mais il est surtout à noter que les violations de données personnelles dans le secteur de la santé et du social ont augmenté de 83% entre 2019 et 2020. Les dernières années l'ont illustré. Le système de santé n'est donc absolument pas préparé à la menace des cyberattaques devenues désormais permanentes. Le 7 septembre 2023, plus de 30 établissements de l'Est de la France, dont une quinzaine d'EHPAD, sont touchés par une cyberattaque. La prise en charge des patients a pu être maintenue, mais les délais se sont considérablement rallongés en raison de la panne informatique causée par l'attaque. Mais cet incident n'est qu'un parmi tant d'autres. En effet, les hôpitaux sont régulièrement la cible d'attaques informatiques. En juin, c'est le CHU de Rennes qui avait lui aussi été victime d'une attaque. Et à l'été 2022, c'était l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui avait été menacé par des pirates qui lui réclamaient 10 millions d'euros de rançon. Mais en dehors de ces cas les plus graves, il faut savoir que chaque semaine, un hôpital serait visé par une cyberattaque. En réponse à ces intrusions, le gouvernement a lancé le grand jeu et un plan de sécurité numérique renforcé pour les établissements de santé. Il marque aussi une volonté affirmée de devenir un leader mondial en matière de santé numérique. Un plan historique de 2 milliards d'euros a donc été débloqué dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé. Ces investissements massifs doivent permettre un partage fluide et sécurisé des données de santé entre les différents professionnels et les patients. Et mon deuxième quiz time, au niveau mondial, de combien de pourcents le marché de la e-santé ou santé en ligne va-t-il croître entre 2019 et 2023? Je vais commencer à nouveau par notre invité. C'est difficile à dire, mais enfin, c'est au moins une valeur à deux chiffres. C'est-à-dire qu'on est au moins sur au moins 30 à 40%. D'accord. Fiona, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais, je sais pas, je vais juste te donner un chiffre au hasard, 20%. D'accord. Et Mélissa? Honnêtement, tu m'as piqué l'idée, Fiona, parce que j'allais dire 20% aussi, donc je vais dire environ C'est parce que c'est une 25-30. tricheuse. C'est parce que c'est une tricheuse. 25-30, je pense, globalement. Écoutez, vous battez pas pour ce chiffre-là parce que le marché de la e-santé a une croissance prévue de 160% et atteindra une valeur de 235 milliards de dollars en 2023. Donc c'est vraiment énorme, 160%. Ah oui, effectivement. Ah ouais, Ouais. on était loin, Ouais. on était bien loin du chiffre. Très loin. Mais donc la question demeure, me direz-vous, comment pouvons-nous garantir la sécurité de nos informations médicales? Né en février 2022, mon espace santé fêtera l'année prochaine son 2e anniversaire. Pour sécuriser toutes nos données de santé, le gouvernement a créé cet espace de type carnet de santé numérique où l'on peut laisser nos données en toute sécurité. C'est parfaitement dans l'air du temps puisque près de 90% des Français pensent que la digitalisation peut améliorer leur prise en charge. Moi qui ai été face à l'errance médicale pendant 2 longues années, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai dû tout répéter à un professionnel que j'avais soit déjà vu quelques mois auparavant ou qui m'avait été conseillé par un de ses collègues. Et on imagine alors qu'ils auraient pu peut-être se passer une partie des informations.
En effet, les consultations sont souvent courtes, et ainsi j'avais l'impression que j'avais à peine fini de raconter mon histoire que le temps qui m'était imparti était déjà terminé. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque c'est 60% des Français qui expriment leur ras-le-bol face à cette répétition de leur historique médical à chaque visite chez un nouveau médecin ou chez un spécialiste. Et pourtant, troisième quiz time, combien de Français en pourcentage ont activé le service Mon Espace Santé, donc ce carnet de santé numérique sécurisé? Je vais me tourner vers Hugo. Ouais, je connais la réponse, donc c'est un peu de la Ah, bah, triche. ah Il bah, vaut non, mieux sinon, interroger sinon les autres. Mélissa, elle va encore tricher alors. Allez, Mélissa, à toi et sans l'aide d'Hugo cette fois-ci. Eh ben écoute, je sais pas, mais je pense qu'honnêtement, ça doit pas être énorme. Donc je dirais peut-être 10%, j'en sais rien, je sais pas. D'accord. Et Fiona? 60%, Oh, je bah sais écoute, pas. Mélissa sans tricher, tu n'étais pas loin. Ce n'est que 11,5% des Français. Waouh, Donc il n'y a ok. que 7,9 millions d'usagers qui ont activé ce service. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle d'historique de santé, savez-vous encore où est votre carnet de vaccination? En fait, cet espace santé rassemble de nombreux documents très utiles pour mieux en assurer le suivi. Allergies, traitements en cours et passés, comptes rendus hospitaliers, ordonnances, etc. Et notre fameux carnet de vaccination. Tout y est et tout y est en sécurité. Cet espace offre aussi des outils, dont une messagerie permettant des échanges sécurisés avec les professionnels de santé. Autre avantage de ce service gratuit, les données de Mon Espace Santé sont hébergées en France et le système de sécurisation des données de santé respecte toutes les normes et législations en vigueur. Le ministre des Comptes publics a annoncé en mai 2023 un projet de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale afin de lutter contre la fraude sociale lors des prestations de soins. Alors, même si cela soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles et d'hypercentralisation de l'information, l'avenir de nos données de santé s'avère numérique. Alors, pourquoi ne pas aller faire un tour sur votre espace pour voir s'il peut vous rendre quelques services, comme celui de vous éviter un rappel de vaccination inutile? Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de la sécurité des données de santé. J'espère que vous avez aussi apprécié les petits quiz. En tout cas, venez partager vos avis et vos commentaires avec nous sur les réseaux sociaux, on vous y attend. Dites-nous si vous avez activé cet espace et surtout, dites-nous pourquoi. Je vous remercie d'avoir écouté ma chronique du jour et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour discuter de nouveaux sujets au cœur de l'actualité de la santé dans Est-ce que tu know? Mais en attendant, n'oubliez pas que nos données personnelles de santé sont comme des cookies tout chauds et non pas ceux qui sont sur vos ordinateurs. Quand ils sortent du four, si on les laisse à disposition, vous savez ce qu'il va leur arriver. Alors réfléchissez à la création de votre espace santé numérique et prenez bien soin de vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la clé de la liberté, c'est la méthode MBC. À la prochaine, les boss et les bossesses. Waouh, c'était très, 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 très intéressant, Lily. Eh bien, Hugo, combien est-ce que tu lui donnes? Bah, je vais encore mettre une super note, évidemment, je vais mettre un 20 et enfin, voilà, j'apprécie beaucoup l'enthousiasme qu'il y a derrière tout ça. Je suis pas forcément d'accord avec tout parce que j'ai moi évidemment quelques réticences avec le fait de partager et de mettre à disposition les données et de mélanger ça avec la carte d'identité où moi ça me pose quelques problèmes moraux, tout Ah simplement. oui, ça, on est d'accord sur ça aussi, hein. C'est vrai que j'ai partagé l'information, mais c'est vrai on en avait échangé à ce sujet avant. C'est vrai que ça pose quand même un sacré problème d'avoir tout vraiment centralisé au même endroit. Je suis assez d'accord sur ça, hein. Au moins, pour ça, tu L'hypercentralisation, peux c'est lui toujours mettre un problème. 19. Non, je vais mettre un 20, évidemment. D'accord. OK. Donc, tout le monde a 20. Voilà. Et c'est moi qui perds. C'est moi qui perds parce que tout le monde a 20. OK, pas de souci. Mais non, tout le monde gagne, évidemment. Tout le monde a fait des super chroniques. C'est génial. Au contraire. Mais moi, je perds. Moi, je gagne quoi? Moi, je veux les voir souffrir. Je veux qu'on dise que non, tu as eu 6 sur 20. Voilà, c'est ça, on s'en fout. C'est moi qui Mais tu perds. gagnes d'avoir une Est-ce équipe que, qui travaille extrêmement bien et qui fait des super chroniques. Cynthia, est-ce que c'est le port de l'uniforme à l'école qui t'a traumatisé comme ça? Je Oh! voudrais savoir, ça pourrait être intéressant dans notre débat. Ouais, peut-être, certainement, c'est ça. C'est ça. C'était ça. Ils nous ont trop traumatisés avec leur côté rigide et sévère. Bon, les boss et bossesses, avant de se quitter, vous savez que vous pouvez retrouver Hugo Lefebvre sur son site web qui est www.conforme-it.com ou bien sur son numéro de téléphone qui est +33 06 45 42 23 42. Et donc, c'est sur ces paroles-ci qu'on va se quitter. Merci aux boss et bossesses pour l'écoute. Mais avant tout, merci d'abord à mes acolytes Fiona, Lily et Melissa. Et particulièrement merci à toi, Hugo, d'avoir été notre invité lors de cette émission. J'espère que tu reviendras si l'occasion se présente et que tu as pris du plaisir ce soir. Avec grand plaisir.
On se dit bye bye, rendez-vous au prochain épisode.